manifestants qu'ils étaient là pour des raisons politiques. Voilà donc pour les mots brefs de Gérard Lanvin, mais important pourquoi ? Parce que Gérard Lanvin, déjà depuis de nombreuses années, le comédien, l'acteur, vient en soutien des forces de l'ordre avec véritablement partage des mots d'admiration, de soutien et bien au-delà. Et à chaque fois, il les a exprimés. Donc il y a une fidélité de cet acteur par rapport à ces femmes et à ces hommes. Donc sa présence, ces quelques mots, même brefs, sont évidemment importants. Une précision, puisque le ministre de l'Intérieur, nous avons suivi son arrivée. Hop, il est reparti directement à l'Assemblée nationale. Donc, bref passage qui s'est passé de manière, on va dire, républicaine, tout simplement, même si on peut s'étonner, certains se sont étonnés de la présence du premier flic de France dans ce qui reste malgré tout un rassemblement de syndicats, de femmes et d'hommes policiers, parfois contre la politique qui est menée, en particulier la politique pénale. On continue à en parler sur ce plateau. Nous serons également au cœur de la manifestation. Toujours avec nous, Olivier d'Artigol, notre éditorialiste politique. Carbon de 16, maître Carbon de 16, qui est avocat pénaliste. Laurent Jacobelli, qui est porte-parole du Rassemblement national. Et on accueille, merci d'être là, bonjour à vous, Valérie Gomez-Bassac, députée du Var et porte-parole du groupe l'AREM à l'Assemblée. Alors j'imagine que vous allez me dire, mais il n'y a aucune incohérence, incongruité à voir le ministre de l'Intérieur dans ce rassemblement. Vous allez me dire cela. Mais tout à fait. Bon, mais comment vous l'expliquez alors ? Comme vous l'avez dit, c'est le premier flic de France. Ça me semble bien qu'il soit aux côtés des flics, des policiers. Ils se sont réunis aujourd'hui en faisant un appel aux citoyens aussi. Ils cherchent un soutien des politiques, de tous les partis. Ils cherchent aussi le soutien des citoyens. Ils rappellent aussi leur travail et leur mise en danger au quotidien. La présence du ministère de l'Intérieur me semble tout à fait appropriée. Bon. L'autre qui aurait été approprié également, c'est l'autre pied. Ah bah c'est peut-être le plus important. Oui, monsieur. C'est le garde des Sceaux. Oui, tout à fait. Mais bon, comme qui n'a pas peur de ferrailler. D'ailleurs, on se demande pourquoi. Peut-être qu'il sera tout à l'heure. Il fera un crochet. Attendons, parce qu'il l'avait envisagé un moment. Vous l'avez entendu comme moi. Bon, il défend aussi une loi en ce moment à l'Assemblée. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi. Il faut que ce soit bien perçu. Là, encore une fois, c'est un moment de rassemblement. Et voilà, il faut rester. Il faut voir ce qui va se passer. Parce que mais il faut quand même se rendre compte du caractère inédit. Parce que nous le commentons de l'intérieur. Mais c'est quand même un rassemblement de femmes et d'hommes policiers touchés dans leur chair, touchés véritablement dans ce qu'ils font, dans le cœur de leur mission, mais avec un défilé politique assez... oui, vous-même. Oui, c'est un moment de donc, pardon, mais personne n'est exempt de la récupération politique. Hein. Non, mais vous l'assumez. Nous sommes aux côtés des policiers dans beaucoup de manifestations depuis longtemps, même quand il n'y a pas les caméras, mais au-delà, ces images, elles sont frappantes parce qu'aujourd'hui, le souci principal des Français, c'est leur sécurité. Ils le disent, sondage d'opinion après sondage d'opinion. Et on voit que ceux qui sont chargés d'assurer leur sécurité viennent crier aujourd'hui leur désarroi parce qu'ils sont victimes dans leur chair, pour certains, de la violence et qu'ils n'ont pas les moyens d'agir. Donc c'est un véritable paradoxe. Aujourd'hui, il faudrait donner les moyens à la police, il faudrait soutenir la police. Il y avait tout à l'heure M. Darmanin qui était en tant qu'homme, en tant que citoyen... Et qui a dit « je pense à vous ». Et ça, on peut le comprendre, bravo pour l'émotion. En revanche, il a quand même une double responsabilité. La responsabilité en tant que ministre de l'Intérieur, il assume un bilan, celui de M. Macron, qui est le chaos sécuritaire le pire de la Ve République en termes de chiffres. Et ça, c'est quand même dur à assumer. On voit que la volonté aujourd'hui d'avoir la main ferme n'est pas là, et aussi comme ministre chargé de l'immigration, parce que ce problème n'est toujours pas adressé, n'est toujours pas réglé, et il faut mettre les pieds dans le plat, et je vais le dire, s'il y a aujourd'hui des Pardonnez-moi, mais moi j'ai lu, là, il y a quelques... C'était hier, je crois, un entretien du ministre de l'Intérieur dans l'Express, qui dit, mais je vais m'attacher à ce sujet de l'expulsion des étrangers délinquants. Mais vous savez, les faits sont têtus. Il y a 2 jours à Montpellier, un jeune, ancien mineur isolé marocain, qui n'est plus mineur, a été arrêté 2 fois en 24 heures. La 2e fois pour avoir menacé des policiers au nom de Ben Laden. Il a été arrêté, il n'y avait plus de place en centre de détention. Est-ce que vous croyez qu'il a été expulsé? Est-ce que vous croyez qu'il a été mis en garde à vue? Non, il a été libéré. Donc vous réagir. Entre les paroles et les actes, il y a beaucoup de différences. Élodie Huchard, évidemment, avec tout notre dispositif et nos journalistes qui est au cœur du rassemblement. Élodie, est-ce que vous pouvez nous résumer finalement l'enjeu politique? Parce qu'on a bien compris qu'il est au cœur de ce rassemblement.
Oui, exactement, Sonia, et un enjeu politique qui peut se manifester un petit peu finalement de plusieurs manières. D'abord, quand on regarde les présents et les absents, vous l'avez dit tout au long de cette édition spéciale, beaucoup de députés notamment sont présents, quasiment tout le groupe Les Républicains, le groupe socialiste, idem pour les alliés de la majorité ou encore pour le Rassemblement national. En revanche, il y a des absents, une partie d'Europe Écologie Les Verts. En revanche, Yannick Jadot a tenu à être présent, et puis surtout la France Insoumise qui n'est pas venue hier à l'Assemblée. Les députés La France Insoumise nous expliquaient qu'ils ne souhaitaient pas participer parce qu'ils estimaient que cette manifestation finalement était totalement instrumentalisée par les politiques et notamment par Gérald Darmanin. Et puis enfin, le deuxième enjeu évidemment de cette manifestation, c'était la présence du ministre de l'Intérieur qui a tenu à être là, selon lui évidemment pour apporter un soutien aux policiers, un soutien qui a pu être diversement apprécié puisqu'on le rappelle aussi, le but de cette manifestation, c'est d'exprimer des revendications. Merci à vous, Élodie Huchard. Et je voudrais insister sur un point particulier, parce que nous parlons des revendications. Il ne faut pas oublier, et on le dit à chaque fois, ce sont des sujets qui concernent vraiment toute la société. Et quand aujourd'hui, on imagine qu'un policier qui se lève et qui se dit « je peux être insulté, je peux être attaqué », etc., on se pose la question comment on suscite aujourd'hui des vocations, Olivier d'Artigueul. Oui, surtout pour que ces femmes et ces hommes, il faut leur dire merci de se lever, de continuer à faire ce métier, cette mission. Surtout qu'il y a une absence de reconnaissance qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que d'abord il y a un gros problème sur la formation qui dure 8 mois. Les syndicats de police demandent un tronc commun de 12 et encore 12 mois pour les spécialisations. Il y a un problème d'encadrement, de situation en commissariat, d'évolution de carrière. C'est-à-dire que quand vous êtes aujourd'hui policier, vous avez une évolution de carrière qui n'est pas juste, il me semble. Et cela se traduit aussi par un taux de suicide important de cette profession. Il faut aussi en parler aujourd'hui. Puisque vous donc dites tout ça se greffe. Il y a un problème bien sûr d'exposition, mais de valorisation des métiers. Mais je parlais de la société, c'est-à-dire quel électrochoc, puisque vous avez dit il y a un problème de suicide. Mais on se rappelle de ces terribles slogans infâme, insupportable, suicidez-vous, dit à la police. On se rappelle des tags maniés en ville partout le 1er mai. Et on se rappelle de la fraternisation après Charlie. Ah non, mais j'aimerais bien insister sur ce qui monsieur notre pays est aussi capable de ça. Non, mais ce que j'essaie de dire, il faut retrouver ça. Oui, mais ça ne suffit pas de le décréter. C'est-à-dire comment aujourd'hui on essaye de faire reculer, parce que ce n'est pas à travers des réformes techniques, comment on fait reculer une haine chez certains ancrée contre la police. Comment on le fait ? Autre d'ailleurs slogan et tag, c'était je crois à Lyon, dans le 8e arrondissement, écrit balle dans le front pour Éric Masson et attention à la brigade spécialisée de terrain, on va venir. C'est ça aussi. Mais tout ça... Alors comment on fait contre cela ? C'est une mentalité, une culture. D'abord en disant premièrement que tout ça est inacceptable. Non, mais la condamnation ferme. Non, mais il faut encore le dire. La condamnation ferme. Et moi, je suis très favorable à ce qu'on puisse retrouver une police dans les quartiers, dans les territoires, pérenne, avec les effectifs, formés, voilà, je pense qu'on peut retrouver ça. D'abord, plus aucune impunité. Celui qui tague mort à la police ou on va vous tuer, doit être arrêté et puni. Et une fois encore, les policiers, comme les pompiers d'ailleurs, comme les gendarmes, sont par leur uniforme les représentants de la France, de l'autorité et de notre République. Et il y a des endroits où l'on déteste la France, parce que l'assimilation a échoué, parce qu'une immigration trop massive n'a pas été ni contrôlée ni gérée, et qu'il y a des endroits où, comme on n'aime pas la France et qu'on n'a pas... Il y a des endroits où une minorité déteste la... Je vais terminer. Oui, mais là, vous me faites un constat. Non, mais attendez, mais moi, j'aimerais savoir comment vous faites. J'y vais. Donc, haine anti-policier égale haine anti-France. On leur a pas donné alors, l'amour de la France, donc ils sont se raccrocher. Monsieur Zanobi-Bron, l'amour de la France, comment ça se oui, ça se donne à l'école. Oui, bien sûr. Moi, je suis de la 2e génération. On m'a appris l'histoire de France à l'école. Je suis d'origine italienne et l'histoire de France a été la mienne. On m'a appris à aimer la France et on ne m'a jamais éduqué que la France était coupable de tous les maux de la planète avec de la repentance. Donc, premièrement, oui, l'amour de la France, ça vous dites non, il n'y a pas un sujet d'amour du pays. Les enseignants continuent à faire un travail. Ils font un boulot sûrement, mais c'est le programme. N'en parlez pas, mais le programme. Deuxièmement, l'immigration, ça se stoppe. Il n'y
a aucune fatalité à l'immigration, parce qu'aujourd'hui, la France n'a plus les moyens d'assimiler, ni à l'école, ni au travail, ni au service militaire. Vous pensez que les programmes scolaires aujourd'hui font détester la France? Mais il ne vous dit pas ça, là, pardonnez-moi. Est-ce que j'ai dit ça mot pour mot? Il vous dit qu'il y a certains, une minorité qui... Déjà, commençons par dire une minorité, c'est important. Non, mais dites-nous... Non, mais c'est important, une minorité. C'est important. Moi, j'essaie de voir encore les éléments qui peuvent nous permettre de... Là, on essaye d'essayer de trouver des solutions. Donc, une minorité dans ces quartiers, vous avez raison. avec des enseignants qui continuent à faire un travail formidable. Mais face à ça, quand vous avez de tels slogans et inscriptions, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, de l'éducatif, de l'éducatif et de la sanction quand on tombe dessus, et de la sanction rapide et proportionnée et ferme. Vous ne changez pas de méthode. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Quelque chose qui marche, c'est-à-dire stopper l'immigration et ceux qui attaquent la police ou qui menacent la police, sanctions immédiates. On parle de jeunes Français, là. Non, mais surtout, on ne va pas réduire... des Français des Français de papier. On ne va pas réduire le débat. On va pas réduire le débat à des tags. Sur Benzema, c'est bien. C'est un élément qui que ce soit des révélateurs d'une et les policiers ont été particulièrement touchés par le maniement en ville partout. Il y avait de quoi être touché, puisque c'était quand même, il faut le rappeler, l'hymne à un meurtre particulièrement odieux, et en plus de mise en danger de policiers à leur domicile. C'est ça que magnifiait ce tag. C'est-à-dire que non seulement les malheureuses victimes de Magnanville ont été assassinées, mais encore pire, chez elles. Ça veut dire qu'un policier ne peut être en répit nulle part au regard de l'auteur de cette inscription. Cela dit, les tags, pardonnez-moi, ça a toujours existé, ça existera toujours. Le ACAB a succédé aux morts aux vaches de notre génération et des générations précédentes. Non, mais ça ne les exonère pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça n'est pas forcément animé par des circonstances migratoires nouvelles, même si elles ne sont pas complètement déconnectées de la situation actuelle. Pour revenir à votre question, cher Sonia Mabrouk, comment on fait? D'abord, il y a un problème de revalorisation de carrière. Il y a aussi un problème de discours. Et moi, c'est là-dessus que je voulais en venir. C'est-à-dire que la jeune femme, le jeune homme qui décide de s'engager aujourd'hui dans les forces de l'ordre parce qu'elle pense que l'aventure est au coin de la rue, parce qu'il pense que la mission de gardien de la paix est noble, il faut les encourager. Et il y a une musique de fond dans le discours actuel des syndicats qui sont co-responsables de cette baisse de l'estime générale. Pardon, je vous laisse reprendre. À l'instant, juste cette image, parce qu'il y a tous les syndicats, et ils sont nombreux, on les a entendus, réunis sur la tribune, avec les applaudissements. On verra qu'il y a du monde. Nous serons avec Clémence Barbier qui va nous dire vraiment que des policiers, des femmes et des hommes sont venus d'un peu partout en France avec les mêmes slogans, les mêmes mots, beaucoup d'émotions également, même s'il y a la colère contenue. Et cette image quand même, avec tous ces syndicats de police au pied de l'Assemblée nationale, au cœur de la capitale, là où bat le cœur aussi de la démocratie. Donc c'est aussi un message qui est envoyé aux législateurs, évidemment, puisqu'il y a les lois qui sont votées. C'est pas, regardez, une marée, comme on dit, de bleu. Alors là, c'est le couleur de drapeau, mais de bleu aussi à travers ces policiers. Véritablement, image inédite, je pense. Inédite, mais dans un calme, une colère contenue, un calme tout à fait républicain. Heureusement, il ne manquerait plus que ça ne soit pas le cas. Non, parce qu'il faut quand même rappeler que la police... Nous avons eu des rassemblements d'autres où il y a eu quand même des... La police, il faudrait peut-être rappeler une chose, c'est normal que ça se passe dans le calme. Parce que, si vous voulez, la police, elle n'est pas là pour dicter la loi aux législateurs, elle est là pour appliquer la loi dans la rue. Donc il y a quand même une nuance à opérer. On va écouter un petit peu. Qu'est-ce que tu fais là, lancé comme si ça ne servait à rien, comme si nous, policiers, n'avions plus rien à faire là. Éric Masson faisait simplement son travail. Il était là, sur un point de deal, un contrôle de police, banal, qui lui a coûté la vie. Notre collègue Stéphanie était simplement sur son lieu de travail, d'où elle était sortie pour une action banale, avant de se faire poignarder, lâchement, et mourir. Notre collègue, Jean-Paul, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, est intervenu sur un tapage. Avant d'être victime de jets de pierre, autre projectile, atteint à la tête, il est encore hospitalisé aujourd'hui. Une mission banale. Encore. Cette violence quotidienne, sous toutes ses formes, de la petite délinquance à la criminalité organisée, en passant par les violences urbaines, jusqu'au terrorisme, insulte, frappe, tue les policiers de tout corps et de tout grade, sans distinction. Alors les policiers s'interrogent également. Que faisons-nous là? Leur action perpétuellement remise en cause, leur personne remise en question,
Il serait raciste, violent, déviant, et un police bashing décomplexé qui efface les 3 millions d'interventions effectuées par an et nourrit une haine anti-flic palpable. Les policiers sont pourtant les filles et les fils du peuple, parfois issus de l'immigration, souvent des classes moyennes, populaires, laborieuses et courageuses. Vos policiers pataugent et mettent la tête et les deux mains là où beaucoup ne mettraient même pas un pied. Agressés en service et désormais dans leur intimité, leur noyau familial. Insultés, menacés, frappés, égorgés, vivant comme des parias en se cachant presque alors qu'ils exercent le plus noble des métiers. Ces policiers, chers concitoyens, avec peu de moyens, mais beaucoup d'envie et de courage, gardent la paix. Ils garantissent vos libertés, votre tranquillité 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Ils sont des observateurs de l'état de notre société. Ils la côtoient dans ce qu'elle fait de pire. Ils en affrontent ses maux et sa misère. Plus que jamais, face à cette spirale de violence, ce sont vos sentinelles. Et aujourd'hui, elles vous alertent. Les policiers, le cœur brisé, composent le 17 et en appellent à leurs concitoyens. Ils doivent impérativement retrouver le statut qui devrait être le leur pour exercer dignement, fièrement et efficacement. Hors de question ici de faire le mauvais procès de la justice, exsangue et en sous-effectif. Nous posons simplement le constat du chemin emprunté par notre société au travers de la justice depuis une trentaine d'années. L'individualisation exacerbée de la peine, l'empilage des mesures alternatives engendrant l'érosion de celle-ci jusqu'à les vider de son sens, jusqu'à les vider de pédagogie, de toute notion de punition, voire de réparation. Il est temps de changer de logiciel, de système, de paradigme. Il est plus que temps de rappeler le pacte républicain qui nous unit au-delà de toute sensibilité politique. Celui de la sécurité pour tous et partout. Cette République qui donne à chacun la chance de réussir et qui attend de chacun le devoir de respecter son prochain. Cette République qui donne à tous la possibilité de vivre librement, tout en étant différents les uns des autres. Cette même République, aujourd'hui, doit répondre de manière forte, claire et assumée à tous ceux qui s'en prennent à ses gardiens. Les peines minimales. Voilà les peines minimales pour les agresseurs des forces de l'ordre. Le message fort et clair que nous nous attendons. Est-ce que ça réglera tout? Non, sûrement pas. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et il faut l'assumer. Symboliquement réunis devant l'Assemblée nationale, la maison du peuple, afin de passer ce message à nos législateurs. Cette mesure n'est pas liberticide, elle n'est pas anticonstitutionnelle, elle n'est même pas nauséabonde, comme certains ont pu s'égarer à le déclarer. Excusez-moi, je cherche une personne qui aurait un autre micro. Elle est nécessaire et urgente. Urgente, avant que tous les flics ne se demandent réellement ce qu'ils font là, et nécessaire, avant qu'ils ne soient plus là. Mesdames et messieurs, notre colère, nos attentes, notre soutien doivent retentir jusqu'à Rambouillet, Avignon, Rive-de-Gier, afin que les membres des forces de l'ordre qui travaillent aujourd'hui, nos blessés, nos disparus et leurs familles sachent où qu'ils soient, aujourd'hui et maintenant, qu'ils ne seront jamais seuls et que vive la police française et républicaine. Merci pour ces mots. Merci vraiment. Fabien, je crois que c'est à toi au nom d'Alliance. 1, 2. Ça marche. Ouais. Chers amis, chers collègues, chers citoyens, mesdames et messieurs les élus, tout d'abord un grand merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Mais mes premiers mots et notre première pensée iront vers Éric Masson, Stéphanie Monfermé et tous nos collègues décédés ou gravement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient actifs, administratifs,
techniques ou scientifiques. J'aimerais souligner la présence de nos 40 collègues d'Avignon, que je remercie chaleureusement d'être là en mémoire de leur ami Éric. Et bien entendu, j'aimerais remercier l'ensemble des policiers et citoyens qui, par leur présence, expriment leur hommage, leur soutien, leur mécontentement. Ils sont conscients de la dangerosité de notre métier, de l'insécurité grandissante ou encore de l'impunité omniprésente. Qui aurait cru que nous, policiers, serions obligés de réclamer que l'État nous protège davantage? Qui aurait cru qu'un jour, les forces de l'ordre soient aussi mal protégées avec 30 policiers blessés par jour? Mais parlons peu, parlons vrai. Quelques exemples. Tourcoing, ville chère à notre ministre. 15 véhicules incendiés, des policiers aspergés d'essence, un individu qui tente de les enflammer. Verdict de la justice, 12 mois avec sursis pour l'auteur. C'est pas fini malheureusement les amis. Brest, policiers agressés à coups de cocktail Molotov. Un d'entre eux manque d'être brûlé gravement. Verdict de la justice. L'auteur condamné, tenez-vous bien, à un stage de citoyenneté. Digne-les-Bains, incendie de véhicules, tir de mortier sur les policiers, jet de pierre, 5 interpellations. Verdict, encore une fois, de la justice. L'ensemble des auteurs, écoutez bien, relaxés pour les violences sur agents de la force publique. Grigny, et ça sera le dernier exemple parce qu'on peut en avoir des dizaines comme ça. Grigny, refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, recel de vol de véhicules, un policier encore gravement blessé, avec 180 jours d'interruption temporaire de travail et des séquelles graves. Verdict de la justice, une admonestation prononcée pour l'auteur parce qu'il est mineur. Le constat, il est édifiant. Mais moi, je vais vous dire, mais pour qui on nous prend? Pour qui? Tout ça est tellement insupportable. Aujourd'hui, il faut être clair. Alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice. La justice doit rendre des comptes. Elle doit rendre des comptes sur des décisions et sur ses actes. Le citoyen est en droit de savoir comment fonctionne sa justice. Le citoyen est en droit de savoir comment elle punit les criminels et les délinquants dans son pays. Le citoyen est en droit de savoir pourquoi toutes ces crapules n'ont plus peur des forces de l'ordre. Quand on peut, sans risque, s'attaquer aux policiers, il est encore plus simple d'agresser les citoyens. Il ne faut pas s'étonner après que moins d'un Français sur 2 a confiance en sa justice. Et que penser du message du garde des Sceaux? Écoutez bien, le garde des Sceaux qui déclare: ce ministre de la Justice qui déclare: je suis le ministre des prisonniers. Peut-on, avec tout ça, s'il vous plaît, peut-on penser un petit peu dans tout ça aux victimes? C'est la moindre des choses et personne n'en parle malheureusement. Depuis des mois, pas une journée, pas une nuit, sans qu'une patrouille ne soit la cible de ces individus qui nous haïssent, qui par tout moyen sont prêts à tout pour se faire du flic. Aujourd'hui, nous sommes des dizaines de milliers à côté de l'Assemblée nationale. C'est un signal fort, un symbole important, celui du jamais ça, plus jamais ça, pardon, celui du changement. Et maintenant, il faut le changement. Alors,
faites du bruit s'il vous plaît. Ils n'auront pas d'autre choix que d'entendre votre voix et surtout de vous écouter. Mesdames et messieurs les élus, aujourd'hui, votre présence est un signe important. Il ne doit pas être un signe d'échéance électorale future, mais une prise de conscience, un devoir de responsabilité, celui du changement, du retour à la sécurité, à la sérénité. Et pour cela, vous devez légiférer pour mieux protéger, mieux sanctionner. Il en est de votre rôle, de votre engagement envers le peuple français que vous représentez dans cette Assemblée. Certains d'entre vous ont eu, à une époque ou à une autre, l'occasion de faire changer les choses. Et aucun, malheureusement, n'a saisi cette opportunité. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera chose faite. Une réponse pénale forte doit être mise en place et des peines minimales exemplaires doivent être instaurées avec célérité et sévérité. Il faut briser la spirale de l'ensauvagement et du chaos avant que la situation ne soit plus gérable par des moyens conventionnels, ce que personne ne souhaite. Les magistrats rendent la justice au nom du peuple français. Il serait grand temps qu'ils la rendent au bénéfice du peuple français. Ce sera pour nous le seul passage obligé pour réaffirmer l'autorité de l'État. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Et surtout, n'oublions pas, je vous en supplie, les policiers sont payés pour servir, mais pas pour mourir. Je terminerai par une citation. Si vous le permettez, je terminerai juste par une citation, la même d'ailleurs qui a été faite à Avignon. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je vous remercie. Merci Fabien. Merci. J'appelle à la tribune monsieur Olivier Varlet de l'UNSA. Il est Olivier. Olivier, on l'écoute. Merci. Allô? Oui, c'est bon. Merci les copains. Alors avant que je commence, effectivement, Fabien était très bon, comme d'habitude. Mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des syndicalistes qui se sont réunis. Syndicaliste, ce n'est pas un métier. On est tous policiers aujourd'hui. Chers collègues, merci d'être venus si nombreux. Nous avons appelé ce jour à un rassemblement citoyen et vous avez répondu présent. Merci sincèrement du fond du cœur. Merci pour nos policiers morts en service. Merci pour toutes celles et ceux qui chaque jour sont désormais blessés, agressés, violentés au quotidien, partout en France, alors qu'ils accomplissent la mission à laquelle vous avez droit, celle d'assurer la sécurité de tous les Français. Nous pensons bien sûr à Eric, Stéphanie, Xavier, Franck, Ahmed, à Clarissa, à tous nos collègues lâchement assassinés.
Ce rassemblement, c'est aussi pour dire stop. Stop à la violence qui envenime la France. Stop à ceux qui la cautionnent ou qui, par leur position ambiguë ou leur absence aujourd'hui, contribuent à semer le désordre et fracturer la société. Cette violence, cette délinquance envenime votre quotidien. Elle impacte aussi la police nationale qui fait face, malgré les difficultés, malgré les moyens qui font défaut, malgré une chaîne pénale déficiente et malgré une petite minorité activiste qui attaque la République, c'est-à-dire vous et nous. Cela suffit, cela a trop duré. Nous sommes aujourd'hui à un tournant. Un délinquant ordinaire, pour un motif futile ou même inexistant, est capable de frapper aveuglement et d'enlever la vie à ceux qui vous protègent. Éric a été assassiné sur un simple contrôle du quotidien. Tous les policiers le font régulièrement. Stéphanie, parce qu'elle travaillait dans un commissariat de police. Charles Pasqua disait qu'il fallait terroriser les terroristes. Il est temps surtout de frapper les petites frappes. Il faut bien sûr les frapper pénalement, mais lourdement et fermement. Parler de la réponse pénale, c'est parler de la peine, qui n'est efficace que si elle est dissuasive, appliquée et effectuée dans le plus court délai. Aujourd'hui, une minorité de la population qui ne respecte rien, tous ces petits délinquants qu'on côtoie, ces petites crapules, n'y respectent ni loi, ni leurs représentants, ni même leurs voisins et parents, et ils sèment le désordre. C'est à vous, la majorité qu'on dit parfois silencieuse, mais présente aujourd'hui en très grand nombre, que nous adressons ce rassemblement, car c'est pour vous et pour protéger nos collègues que l'UNSA Police et l'UNSA FASMIS NIPAT exigeront des changements majeurs auprès du gouvernement. La victime doit revenir au centre du procès pénal et la priorité de la chaîne pénale. Chaque citoyen dans sa vie est une victime potentielle. Il ne faut jamais oublier cela. Il y en a assez des réformes pour le droit des auteurs, le droit des délinquants et le droit des voyous. Monsieur le garde des Sceaux, réveillez-vous! Nous voulons une chaîne pénale qui s'équilibre afin que nos actions, nos interpellations, nos patrouilles, notre activité soient plus efficaces à votre profit. C'est désormais le droit à une sécurité équitable pour tous et en tout lieu que nous voulons. La France doit s'engager dans des réformes ambitieuses et majeures pour consolider une police républicaine qui est avec vous. Il faut protéger celles et ceux qui vous protègent et punir lourdement ceux qui les en empêchent. Oui, il faut revoir à la hausse les peines d'infraction commises contre les policiers et les gendarmes. Oui, il faut que les peines prononcées soient enfin exécutées. Oui, il faut punir lourdement la récidive et agir contre les multiréitérants, même lorsqu'ils sont mineurs. Oui, il faut une réforme ambitieuse de la procédure pénale, toiletter un code de procédure désuet dans lequel se sont empilées trop de réformes, simplifier le travail procédural des policiers pour apporter des réponses pénales immédiates. Il y en a assez des réformes successives qui ne se font pas. Ça fait des années qu'on demande la même chose. Aujourd'hui, il y a les représentants du peuple qui sont là, nos élus. C'est à eux de prendre en considération cela. Il nous faut une loi de programmation ambitieuse qui donne aux policiers une meilleure formation, une protection matérielle, morale, juridique et sociale pour lui permettre d'accomplir sa mission. Oui, il faut des moyens pour la justice également, plus de magistrats, de greffiers, d'éducateurs, de centres éducatifs et de prisons.
pour que le maillon essentiel de la chaîne pénale, qui est la justice, puisse répondre à vos attentes et à vos difficultés. Oui, il faudra de l'ambition politique, des décisions et des moyens. Le Premier ministre a ouvert le Beauvau de la sécurité. Le président de la République s'est engagé à le clôturer. Les attentes des policiers sont immenses et les syndicats de la FASMI, l'UNSA Police, le SCPN, l'UDO, l'UATS, le SNPPS, le SPPN et ainsi que le SNIPAT exigeront la reconnaissance de la dangerosité du métier de policier par une revalorisation de la prime de risque. La sécurité est et restera un enjeu majeur électoral, alors qu'elle devrait être une cause nationale. Ce rassemblement doit être une prise de conscience collective de tous nos politiques aujourd'hui. Je finirai mon propos en disant que ce rassemblement n'est rien d'un mouvement d'humeur ou d'un coup de gueule, comme certains peuvent le dire dans les médias ou certains politiques désabusés. C'est en fait le début d'un long cycle dans lequel nous serons exigeants et intransigeants. Votre soutien nous donne la conviction et la force de ne rien lâcher. Nous vous le devons. Merci à toutes et à tous et vive la police nationale. Merci, merci Olivier. Alors, on me demande, alors, la manifestation va s'arrêter à 14h parce que beaucoup de collègues doivent rentrer au commissariat. Je vous demande de rester après parce qu'il y aura 2 artistes, une minute de silence et une Marseillaise qui sera reprise partout dans tous les médias. Donc je vous demande de rester au moins jusqu'à 14h. Je donne la parole à monsieur Christophe Rouget de la CFDT. Merci pour conclure. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Nous sommes ici réunis car le peuple français veut pouvoir vivre en liberté, dans la sécurité. Lorsque la violence gagne du terrain, c'est la République qui recule. Nous sommes ici réunis car notre démocratie est fragilisée par cette insécurité. Il nous appartient à nous tous de la protéger. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité que connaissent les Français, c'est l'insécurité au quotidien, celle qu'ils voient au coin de leur rue, au pied de leur immeuble. Cette insécurité qui conduit nos compagnes ou nos filles à ne plus s'habiller comme elles le désirent pour ne pas être victimes d'agressions sexuelles. C'est cette insécurité qui conduit les Français à s'adapter en ne prenant plus les transports en commun le soir. C'est cette insécurité qui les conduit à acheter des alarmes pour protéger leurs biens, à choisir des écoles plus sûres. Et c'est surtout cette insécurité qui les amène, dès qu'ils le peuvent, à quitter certains quartiers où ils ne veulent pas voir grandir leurs enfants. Trop de territoires sont aujourd'hui gangrénés par les trafics de stupéfiants et ces luttes entre bandes rivales armées qui prennent en otage les habitants. Dans ces quartiers règne un apartheid social, ethnique ou religieux, et il n'y reste que les policiers pour protéger les plus faibles. Combien de temps allons-nous accepter que nos commissariats se bunkérisent, que nos lycées se protègent avec des barbelés, que nos sapeurs-pompiers ou personnels soignants soient obligés d'intervenir avec des gilets pare-balles? Chacun perçoit l'enjeu de société qui va au-delà de nos rangs. Combien de temps allons-nous accepter que nos forces de sécurité soient attaquées tous les soirs dans des guet-apens, que les commissariats soient la victime de tirs de mortier, que les têtes de policiers soient mises à prix dans les halls d'immeubles, qu'ils soient obligés de cacher leur profession ou de travailler loin de leur affectation. L'exaspération et la colère grondent chez tous ces agents du service public, insultés et agressés quotidiennement, pompiers, policiers, gendarmes, enseignants, soignants, travailleurs sociaux, chauffeurs de transport en commun. Toutes ces violences sont intolérables. Comment en sommes-nous arrivés là? À Avignon, comme l'a dit Fabien, un capitaine de police, en rendant hommage à Eric, a rappelé ces mots d'Albert Einstein: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Nos autorités politiques, les pouvoirs publics, ont la responsabilité de ne plus rester sans rien faire. Nous sommes ici réunis près de l'Assemblée nationale pour que nos représentants élus ne soient plus déconnectés, qu'ils prennent conscience de la gravité de la situation, après parfois des années de déni ou de baratin sécuritaire stérile.
la sécurité n'a pas de couleur politique. Tous les Français, riches ou pauvres, aspirent à vivre dans la tranquillité et dans la paix. Il est venu le temps de répondre aux citoyens et aux citoyennes. Nous sommes ici réunis pour que la procédure pénale garantisse les droits fondamentaux, sans oublier le droit des victimes et de ceux qui les protègent. Notre chaîne pénale doit être renforcée par des moyens humains et matériels, des services d'enquête et des juridictions, afin que la réponse pénale soit rapide et dissuasive. Nous sommes ici réunis pour que notre contrat social ne se délite pas davantage, pour inverser la spirale de l'impunité et rétablir l'autorité indispensable pour garantir les libertés démocratiques et la vie en société. Nous sommes ici réunis pour que l'on traite enfin efficacement la délinquance des multirécidivistes qui pourrissent notre quotidien. Nous sommes ici réunis pour ne pas devoir pleurer toutes les semaines la mort de nos héros du quotidien. Nous sommes ici réunis parce qu'il ne suffira pas de s'attaquer seulement aux conséquences de la délinquance, mais également à ses causes, aux maux qui rongent notre société. Les sémantiques guerrières ne doivent plus masquer une absence de volonté de l'État. Si une plus grande sévérité est nécessaire et que le principe de l'autorité doit être rétabli, il faudra l'accompagner de politiques de prévention et d'éducation. Les forces de sécurité ne pourront tout résoudre à elles seules. Nous sommes enfin réunis ici pour que le Beauvau de la sécurité ne soit pas un énième objet de communication, mais aboutisse à des mesures de long terme, concrètes, à une réponse pénale accélérée, une police modernisée, mieux formée, mieux protégée, mieux rémunérée et ainsi à une paix publique retrouvée. Les Français veulent vivre en paix et nous, policiers, nous sommes les gardiens de cette paix. Il faut maintenant nous donner les moyens de garantir pour redonner du sens aux principes républicains qui cimentent notre société. Vive notre police républicaine! Merci, merci Christophe. On peut l'applaudir. Messieurs les secrétaires généraux, je vais vous demander de redescendre au premier étage et on remontera pour le bouquet final et pour la Marseillaise avec une grande soprano qui est venue pour vous. En attendant, ne partez surtout pas. Et en attendant, la Marseillaise, justement, et la minute de silence. Réaction à ce que l'on vient d'entendre, une succession de prises de parole des syndicats de police et surtout deux moments véritablement importants dans ce rassemblement. Mis à part ce que vous voyez, ce rassemblement de policiers venus d'un peu partout en France, c'est l'arrivée tout à l'heure du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a déjà quelques instants, avec un accueil républicain, tout simplement un bon accueil de la part des policiers. Le ministre de l'Intérieur qui dit « je vous ai entendu », on va écouter sa phrase. Et puis, autre ambiance avec les prises de parole. Et puis, l'un des syndicats de Police Alliance, qui dit clairement que la justice doit rendre des comptes, que le problème de la police, c'est la justice. Je me tourne vers vous, Valérie Gomez-Bassac de la majorité, et qui dit, Éric Dupond-Moretti, ministre des prisonniers, reprenant une partie de la phrase qu'elle a prononcée, et qui se fait siffler. Très sincèrement, c'est un vrai problème aujourd'hui entre la police et la justice. Je voudrais quand même que l'on ne résume pas tout ce qu'on a entendu à ces deux phrases, à ces deux approches des deux ministres. Il y a déjà eu beaucoup de vérité de dites. Il y a une justesse dans les propos qui ont été employés. Bon, moi, je suis un peu émue parce que, comme vous le savez, je suis fille de policier. Donc, forcément, à chaque fois, ça me touche parce que bien souvent, on dit que les politiques, on est déconnectés. Forcément. Enfin, j'ai été élevée dans et par la police. Je suis maman de militaire. Enfin, je veux dire, ça me touche parce que c'est une réalité, vous l'avez dit d'ailleurs. C'est pas cette violence à l'égard de la police, ces gestes qui ont été faits à l'égard des policiers, cette agressivité, c'est pas nouveau, ça existait déjà il y a 30 ans. C'était pas la même forme, c'est tout, mais c'est vrai que ça existait déjà. Maintenant, ça veut pas dire que ça doit perdurer, c'est-à-dire qu'il faut absolument trouver des solutions. Ben, vous les avez entendus pour les syndicats de police. Je les écoute depuis ce matin. Depuis ce matin, je crois que je les ai tous entendus. Vous parliez des moyens, oui, il y a les moyens, mais je crois que déjà les moyens, on commence à véritablement les mettre, on n'a pas à se cacher de ça, on les met vraiment, que ce soit au niveau des revalorisations, que ce soit au niveau de la formation, on va revenir dessus. Non, on le reconnaît. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a aussi le fait de redonner toute sa place à la police, comme vous le disiez aussi, au niveau de l'éducation, c'est-à-dire dire vraiment à quoi sert la police. Ils ne sont pas là que pour réprimer, ils sont là aussi pour faire de la prévention. Vous ne voulez pas répondre à la première question. Maintenant, sur parce que c'est embêtant, reconnaissons-le. Oui, mais je trouve que les critiques à l'égard du ministre, elles sont... Je peux les entendre, mais elles ne sont pas justes, parce que quand même, c'est lui qui est arrivé à remettre 8% de budget dans
la justice. Oui, mais qu'il n'y pour avait quel pas. résultat? Parce que là, il faut continuer. Il faut continuer. Vous ne parlez pas la même langue. Là, ils vous parlent, eux, de politique pénale. Ils vous parlent pas de moyens. Alors, sur la budget. phrase ministre des prisonniers, c'était dans un contexte qu'elle avait été donnée, cette phrase. C'était ministre des prisonniers et de l'administration pénitentiaire. Je crois que vous l'avez relu tout à l'heure. Il me semble que c'est exactement les propos. Dans un moment où on parlait des places de prison qui étaient insuffisantes. Là aussi, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Maintenant, oui, il faut, alors si je réponds clairement, il faut que le ministre aille plus loin, et c'est son intention, c'est-à-dire des peines appropriées lorsque sont les forces de l'ordre qui sont visées. Il faut absolument ne pas avoir peur, il faut aller plus loin. Mais qui a peur? Mais personne, je crois qu'il y a Est-ce que vous avez la main qui tombe? Est-ce que le ministre, justement, la question, et je vais vous laisser terminer, l'un des syndicats a dit qu'il faut briser la spirale de l'ensauvagement. Mais rien que sur le mot, par exemple, il y a une différence entre le ministre de l'Intérieur, qui l'a employé lui-même, Gérald Darmanin, à la fin de l'été et septembre dernier. Il dit oui, il y a un ensauvagement. Oui. Moi, j'ai posé la question, c'était en entretien avec le ministre de la Justice, il m'a dit non. Il m'a dit non. Et il dit la France n'est pas un coupe-gorge, je ne parle pas d'ensauvagement. Donc, est-ce que sur la philosophie, déjà, ces deux constats différents... C'est vrai qu'on a assisté à une violence qu'on n'a jamais vue, quoi. Je veux dire, on a assisté à une violence qui justifie ce terme d'ensauvagement. Maintenant, il ne faut pas faire d'une minorité une généralité non plus. Donc, je peux entendre les deux. Je ne veux pas fuir par rapport à votre question. Mais c'est vrai, vous le disiez vous aussi tout à l'heure, il ne faut pas mettre en avant à chaque fois certaines minorités. Il faut quand même rappeler que la plupart des citoyens respectent les forces de l'ordre, les soutiennent. Et nous, maintenant, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Qu'est-ce qui a été dit? Autre phrase, frapper, les petites frappes, attention, le policier précise tout de suite après, frapper pénalement et lourdement. Oui. Il s'agit évidemment d'une minorité, mais qui aujourd'hui attaque les forces de l'ordre. Donc la question, je vous la pose de nouveau, vous m'avez répondu, mais de votre point de vue, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a là, non pas un souci, mais il y a une police et une justice qui ne marchent pas du point de vue, je le dis, des syndicats de police du même pas. Peu annoncé. Je reviens vers vous tout de suite. Et qui vont même dans un sens inverse. C'est même pas une question de rythme. C'est-à-dire que quand les policiers arrêtent des voyous, la justice soit les relâche, soit ne les enferme pas. Et c'est bien le problème. On a aujourd'hui besoin d'un ministre de la justice. Il serait temps qu'on en nomme un. Parce qu'on a un avocat qui est en train de rater sa période de reconversion, qui passe sa journée entière à hurler contre l'opposition que représente Marine Le Pen, et l'autre partie à faire campagne. Mais pendant ce temps-là, il y a un besoin de justice. Les policiers l'ont clairement exprimé, et je tiens à saluer d'ailleurs leur honnêteté intellectuelle. Ils ne sont pas là pour demander des avantages, des augmentations de salaire, etc. Non. Le discours qu'ils ont tenu, c'est ils veulent que leur métier serve à quelque chose, qu'ils risquent leur vie pour quelque chose. Et aujourd'hui, on le voit bien, les voyous sont remis en liberté. Et il décrivait cette spirale infernale, l'histoire des petites frappes. Ça veut dire quoi? Si on prend un voyou et que dès la première fois il est condamné à une peine évidemment à la hauteur du délit, eh bien il y a une chance qu'on donne à la société qu'il ne recommence pas. Or, voilà, on va vers ça, puisque les rappels à l'ordre, je crois que c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Monsieur Dupond-Moretti va se faire acclamer cette phrase, le problème de la police et la justice prononcée, même si c'est un syndicat de police, elle est très importante à analyser pour la suite. Le sujet politique, c'est essentiel. Ce qui vient de se passer, c'était un peu annoncé, mais ça vient de se passer sous nos yeux. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui a été bien accueilli avec une mobilisation spectaculaire et symbolique devant le législatif, où la revendication principale qui écrase toutes les autres, c'est les peines minimales, avec dès ce soir un problème politique pour l'exécutif, qui est de savoir comment, avec un Beauvau de la sécurité interrompu, ça peut être relancé, avec une pression très forte aussi avec l'opinion publique qui va se saisir de ces sujets-là dans certainement les sondages qui arrivent, etc. Et donc l'exécutif, je veux parier quelque chose, peut-être que le boomerang peut se retourner à un moment donné vers Darmanin, au final. On verra comment c'est évolue, je ne vais pas faire la politique fiction, parce que donc Dupond-Moretti ne passe pas, c'est bien évidemment, il se serait exposé, lui, à une bronca, avec une actualité judiciaire où il y a en plus un texte sur la justice qui est en ce moment discuté, il faut bien se dire que tout ça, c'est une matière incandescente. Vous avez tout résumé. Et ce qu'il y a de plus particulier sur ces sujets tellement inflammables parce qu'ils concernent notre sécurité, notre protection à nous tous, c'est qu'on ne peut pas faire du en même temps sur ces sujets-là. C'est-à-dire justice et police, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, de tout temps, ce couple ou ce duo, ce duel, parfois ministre de l'Intérieur et garde des Sceaux, a été infernal. Là, véritablement, moi je demande très sincèrement... Infernal, mais sans qu'on ait jamais eu cette image. Sans qu'on ait jamais eu cette... C'est vrai, on a atteint... Donc... Et c'est peut-être le moment de la clarification. Le moment de paroxysme. Que voulons-nous?
Quelle politique pénale? Est-ce qu'il va y avoir ce sursaut? Est-ce que certains disent non? On aurait franchi, par exemple, avec les peines planchées automatiques, une barrière, une limite que certains... c'est Moscato qui parle. Ah, mais tout à fait. Est-ce qu'on peut l'écouter? Moscato qui parle. Et ben voilà. Merci pour votre vigilance. Merci, on applaudit Vincent Moscato. Et ben voilà, ce fut court et bref, mais c'était lui. Ça devait être du Moscato, en tout cas, dans le son aussi. Merci de votre analyse. Attendez. Voilà. Ah non, allez-y. Non, mais je vous en prie, on ne va pas revenir sur le caractère inconstitutionnel des peines planchées. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez raison. On est à un point de rupture entre la façon dont sont perçues par les syndicats de police les décisions de justice, sans qu'il y ait aucune statistique qui soit donnée d'ailleurs, et le ressenti par les magistrats du travail de la police, c'est-à-dire de dire nous on juge à partir de dossiers qui arrivent sur notre bureau, s'ils sont mal ficelés, c'est pas de notre faute. Donc on est dans une période d'incompréhension totale. Ce qui m'intéresse dans les discours que j'ai entendus, c'est l'expression d'un réel désarroi qu'il faut effectivement que l'Assemblée écoute. Mais je vais vous dire, bien sûr qu'il y avait de l'émotion, et heureusement l'orateur, parce qu'il y a quelque chose moi qui me préoccupe, in fine, dans cette petite musique anti-magistrat. Et vous savez que le barreau et la magistrature ne sont pas toujours dans les meilleurs termes. Mais il y a une seule catégorie qui se réjouit de cette confrontation entre la police et la justice, c'est les voyous. Bien sûr, les seuls que ça fait marrer de voir les policiers mépriser les juges et les juges rester sourds aux policiers, ce sont les voyous. Oui, non, mais là, il n'y a pas de solution pérenne qui soit esquissée. Les peines planchées ne sont pas une solution, pas seulement parce qu'elles sont inconstitutionnelles. Pourquoi vous les rejetez? Moi, mais parce que, je vais vous dire, parce que ça a déjà été présenté. Je vais vous dire pourquoi je les rejette. Pas seulement parce qu'elles sont inconstitutionnelles. Alors, c'est partiellement vrai, ils ne les ont pas appliquées à raison de la question de la motivation, mais surtout, quand elles étaient appliquées, ça c'est un deuxième sujet qui a été un sujet de divergence avec le barreau, c'est qu'effectivement, il n'appartient pas aux magistrats d'apprécier l'opportunité des lois. Voilà. Mais il y a un deuxième sujet, c'est que la pédagogie de la peine planchée est une hypothèse. C'est ce qu'oublient de vous dire tous les tenants des peines planchées. Écoutez-moi une seconde. Pourquoi on n'essaie pas? Pourquoi on n'essaie pas la tolérance zéro? Pourquoi on n'essaie pas? Rien que pour voir un moment les peines planchées. Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas pour voir s'il y a des solutions pour que collectivement on s'en sorte et qu'on rapproche police et justice? Alors, pourquoi moi, dogmatiquement vous me dites non? Non, pardonnez-moi. S'il devait y avoir un dogmatisme, il serait très partagé entre les tenants des peines planchées et les opposants. Je veux bien qu'on se répartisse ce dogmatisme, mais pourquoi ne pas dire on n'essaye pas? Qui est en cause. Alors, je vais vous dire pourquoi en l'état, moi, ça m'apparaît inopportun. C'est parce que la loi est devenue un outil de communication au lieu d'être un outil de régulation sociale. Et là, on entend de la part de certains politiques une communication sur les peines planchées qui n'a pas d'écho concret. La deuxième chose, la pédagogie de la peine n'a jamais été révélée, vérifiée. Bon. On voit que l'inverse ne marche pas. Donc maintenant, c'est stop ou encore. C'est pas que ça marche pas. Vous pouvez pas dire vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de peine de prison ferme et en même temps dire que les prisons sont surpeuplées. Tous les capteurs de l'ordre public sonnent le signal d'alarme. Les militaires, les gendarmes, qui sont des militaires mais chargés de l'ordre public. Aujourd'hui, les policiers, beaucoup en tout cas. Beaucoup de policiers. On voit aujourd'hui que les Français ressentent l'insécurité. Ils le disent. Oui. Ils ont peur d'aller au travail, d'aller faire leurs courses. C'est vrai dans les villes, c'est vrai dans les campagnes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à dire... moi je propose qu'on applique déjà la loi pénale en vigueur. Eh bien maintenant, c'est la loi pénale en vigueur qu'on peut appliquer. Il faut rétablir l'ordre partout. Qui doit appliquer Attendez, c'est très intéressant, mais qui doit l'appliquer cette politique? La magistrature, évidemment, voilà. Mais très bien. Alors, mais qui va donner Vous croyez que le garde des Sceaux peut donner des instructions aux magistrats? Il y a le principe de la séparation des pouvoirs, mais bien sûr que non. Les juges du siège, non, vous confondez deux choses, cher ami. Vous confondez les procureurs de la République, qui sont en charge de l'action pénale, de la politique pénale, qui, eux, reçoivent des instructions du garde des Sceaux. Les juges du siège ne reçoivent pas d'instructions. Regardez quand même, et pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, il est presque 14h, nous allons écouter cette Marseillaise entonnée et puis assister à cette minute de silence. Je vous le rappelle quand même, en l'hommage d'Éric Masson, abattu à Avignon, froidement, des balles dans le thorax, et puis Stéphanie Montfermé, assassinat terroriste, il y a quelques semaines. Cette image devant l'Assemblée nationale, on le disait tout à l'heure tous ensemble, symboliquement un message porté aux législateurs.
tous les syndicats réunis. On entend d'ailleurs peu de divergences entre les syndicats, même si certains porte plus le problème de la justice en amont. Et on le dit quand même, une préoccupation, si ce n'est pas un problème politique, mais en tous les cas entre deux ministres. L'un accueilli véritablement avec une réelle attente, compréhension, et même pour certains peut-être bienveillance, c'est le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et puis le garde des Sceaux, vous le disiez Olivier d'Artigol, tout autre accueil, et son rôle, sa philosophie à lui, peut-être ce qu'il incarne aussi en tant qu'avocat, est aussi remis en cause par ces syndicats de police. Ça, on peut le dire, c'est un constat. Vous êtes d'accord aussi, Valérie Gomez-Bassac? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à effacer cette image de l'avocat par rapport à ce... Il n'arrive pas ou on n'arrive pas? Non, je pense qu'il faut le voir autrement. C'est un avocat lui brillant qui a été très médiatisé et aujourd'hui, il faut accepter qu'il a un rôle politique. Moi, je l'accepte. Donc moi, je trouve au contraire qu'il est bien dans son rôle. Mais aujourd'hui, encore une fois, oui, il y a urgence à faire autrement. Vous parliez de l'application des peines, c'est certain, mais ça ne relève pas de son ressort. Maintenant, il faut peut-être adapter aussi certaines peines parce qu'il y a certaines peines, lorsque ce sont les forces de l'ordre qui sont la cible, qui sont peut-être plus adaptées, qu'il faut peut-être revoir ça. Plus adaptées, dites-vous, à une situation d'ultra-violence, de violence. Tout à fait, oui. Oui, mais il faut l'appliquer quand il existe. Imaginez, est-ce que par exemple, selon vous, parce que nous parlions par exemple de la justice des mineurs, entre 45 et maintenant, vous dites ce n'est pas les mêmes adolescents. Non, les adolescents de 14 ans, c'est plus la même violence, c'est plus la même culture. Alors vous dites non. Le législateur... Bien sûr que oui, bien sûr que c'est plus la même, bien sûr que c'est plus la même adolescence, mais depuis, il y a eu plus de 20 réformes entre 45 et aujourd'hui de l'ordonnance de 45 sur les mineurs. Pour quel résultat? Eh bien, ça, très bien, mais à ce moment-là, remettez... C'est-à-dire oui, non, mauvais, bon résultat. Moi, je crois qu'on ne parle que des résultats. L'autorité des parents vis-à-vis des enfants, enfin, on le voit de manière générale. Donc et un député de La République En Marche, de votre majorité, vous savez ce qu'il dit, Madame Gomez-Bassac? Eh bien, il faut punir les parents de mineurs délinquants, les responsabiliser. Non, moi, c'est pas une idée que je... Monsieur Jolivet, oui, c'est bien. Non, mais c'est bien. Heureusement que chacun a le droit de penser. Je suis pas pour vous faites partie de la même famille, je peux penser que vous partagez les mêmes idées. Non, je suis pas pour qu'on punisse les parents. La solution, elle est pas là. Il faut peut-être accompagner des parents, il faut peut-être aider autrement, mais pas comme ça. La répression, c'est peut-être... Mais alors, comment on y arrive? Vous dites que c'est un problème de société, d'autorité. Je vous assure, parfois, ça peut échapper. Moi, je connais des parents qui sont dépassés par leurs enfants. Non, mais surtout, est-ce qu'on peut là aussi raisonner en termes rationnel, c'est-à-dire est-ce que la majorité des décisions rendues par la justice des mineurs sont rendues avec un déni des droits des victimes? Non, c'est faux. La justice des mineurs, elle est très orientée justement sur la réparation du préjudice des victimes. Non, on ne vous dit pas que tout va bien. Mais par contre, le tout va mal est mensonger. Voilà, il faut le dire aussi. Vous acceptez des peines plafonds, n'est-ce pas? Pour chaque loi, il y a jusqu'à 15 ans de prison. Vous aussi. Alors acceptons des peines planchées. Ça paraît logique et ça ne restreindra pas plus la liberté du juge d'individualiser la peine. Deuxièmement, appliquons les lois. Appliquons les lois. Aujourd'hui, trop de lois sont appliquées trop tard et de manière trop laxiste. Troisièmement, il y a en France un problème, je le redis, avec une délinquance liée à l'immigration. Toute personne de nationalité étrangère qui commet un délit doit être systématiquement expulsée. Les mesures, elles existent, il faut les mettre en place, il y a un besoin des Français. Vous disiez tout à l'heure, deux images. Quand on a entendu les syndicats de police parler du garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne sur la façon dont il a été accueilli, ce qu'il a dit, les mots utilisés face en particulier à un policier et l'accueil autour, l'ambiance, l'atmosphère. Simplement venu soutenir les policiers, c'est tout à fait normal, ils vivent un moment difficile, ils sont endeuillés et il n'y a rien de plus normal que de soutenir les policiers dans une république. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le ministre, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. On compte sur vous, hein. Je sais. Aujourd'hui c'est dur, vous pouvez compter sur moi. Le métier de policier aujourd'hui c'est très difficile. Je le sais, monsieur. Et tous les soirs faut rentrer et on espère rentrer. On a besoin de vous. Aujourd'hui, ça ne peut plus durer. Il faut qu'on soit protégés et nous, on a besoin de vous. Il faut vraiment nous aider. Soyez persuadés que je le sais que c'est très important pour les Français. Parce que ça devient vraiment compliqué. Moi, ça fait presque 30 ans que je suis dans la police. Et il ne faut pas dire qu'il y a 30 ans, c'était pareil. C'est pas vrai. Les choses se dégradent. Ça se dégrade et nous, on n'est pas aidés. Oui. Alors, il faut nous aider au bout d'un moment. Il faut que ça passe par la politique, forcément. Mais il faut nous aider, il faut qu'on soit protégés. Parce que c'est plus possible. Aujourd'hui, on part au boulot et on ne sait pas comment on va rentrer, dans quel état, ou si on ne va pas finir à l'hôpital. Les policiers, tous autant qu'on est, je pense que tous on a été blessés un jour. On a tous fini à l'hôpital et ça ne peut pas durer. Il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'un policier, on n'y touche pas, les policiers, les pompiers, les gendarmes, tout ça, il faut les respecter.
parce que ça peut plus durer. Il faut vraiment faire quelque chose. Mais c'est mon signe de respect, viens vous voir. Je sais que c'est très difficile. On a le boulot, on l'a au cœur ce boulot. Et c'est important pour nous. Et vous savez très bien que les Français vous soutiennent. Et c'est difficile, vous avez raison. Et tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. J'ai été élu d'une ville populaire où on sait que c'est grâce aux policiers que ça tient. Donc n'ayez aucun doute sur le soutien que je vous porte.